Bonjour, nous sommes le 16 mars, il est 18 heures. Je ne parle pas trop fort parce que mes projets sont tombés à l'eau. Figurez-vous que je voulais profiter de la Golden Hour parce que là, on est en plein dedans. Je voulais shooter une petite vidéo dans la rue avec toutes mes bestioles. Et mes projets sont tombés à l'eau. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi et la raison pour laquelle je suis à mon bureau, mais du coup, j'ai pris des documents, on va faire ça ici, et je ne parle pas trop fort, parce que en réalité, ce petit shooting dans ma rue s'est transformé en un remake du western mythique. Vous savez bien que je fais souvent des allusions au western mythique dans quelques-unes de mes capsule, ceci est une capsule, 28-29 minutes maximum. Et aujourd'hui, c'est un remake du Bon, de la Brute et du Truand, qui est évidemment un des plus grands westerns de l'histoire. Personne ne va contester ça, même si ça date d'il y a longtemps, mais c'est très difficile de faire mieux. Alors, je vous montre ce qu'est devenu la version animale du Bon. Voilà le Bon. Ça, c'est du Tout Bon. Tout bon. Un Goliath qui est en train de récupérer. La Brute, ça c'est une brute parce qu'il est très, très puissant. Regardez ça. On a raté un bâillement, mais monstrueux. Donc la Brute est en train de scruter les prochains oiseaux. Voilà, ça baille, parce que c'est tout ça pieute. Je ne parle pas trop fort pour ne pas réveiller Goliath. Et alors le truand, vous savez qui est le truand? De toute évidence. Voilà le truand. Regardez ça. C'est pas un truand, ça? Plus truand que ça, il n'y a pas. Parce que monsieur est chef. Grand chef. Alors, il y a 2 minutes, il y avait Garfield dans la cuisine. Bon, il n'y est plus. Bon, tant pis, parce qu'on ne le voit pas souvent. Et donc, je vais quand même démarrer, mais je parle toujours tout bas pour ne pas réveiller Goliath, qui a besoin de beaucoup de repos, qui commence à aller mieux. D'ailleurs, oui, il est bien relâché, là, il est bien détendu. Je pense qu'il va quand même se réveiller avant la fin de la capsule, j'espère. Et donc, je vous présente le sujet du jour, qui est ma façon de rebondir directement sur des questions qui me viennent d'un de mes collègues, un de mes nouveaux collègues. Donc, forcément, ils ont davantage de questions parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé toutes les subtilités de tous les bilans que nous faisons en médecine fonctionnelle. Et alors, pour moi, c'est l'occasion de vous rappeler un bilan très important que je considère indispensable si on se donne les moyens de faire un ensemble de tests pour donner les conseils, bon, tant sur le plan de la prévention et notamment sur le plan de la diète que sur le plan de la correction de certains soucis, de certaines plaintes et notamment l'inflammation, le fameux équilibre des oméga 3, des oméga 6 et puis de manière plus générale la diète. C'est le profil des acides gras. Et donc on vient de me poser aujourd'hui des questions sur un statut des acides gras. Bon, je fais attention parce que je n'ai pas pris le temps d'anonymiser les documents. On est un peu dans l'improvisation parce que si j'avais été en rue, j'aurais choisi un autre sujet que je peux vous présenter comme ça de vive voix sans documents. Je suis à mon bureau, donc je présente un sujet qui a besoin de documents et ces documents, ben voilà, je viens de les imprimer. Donc vous voyez, là il y a un profil d'acide gras. Et alors, il n'y a pas besoin de vous le montrer de manière très détaillée pour voir que vous voyez, les barres noires sont les résultats, en l'occurrence de la patiente. Il y a beaucoup de barres noires qui sont très élevées, qui sont vers le haut des normes qui sont caractérisées par les rectangles de couleur, mais aussi qui vont au-delà de ces rectangles de couleur. Donc on sort de la distribution statistique de plus ou moins 2 sigma, la fameuse courbe de Gauss quelque part qui est mise ici, non pas en courbe mais en colonne, il faut quand même se représenter ça. Et alors il y a même
toute une série de barres qui dépassent du cadre. Et alors, bon, mon collègue était quand même assez perplexe avec tout ça, et je crois que c'est un des aspects qui n'a pas suffisamment perçu, et donc ici, ben, enfin, remarquez, je lui ai répondu par courriel, hein. Enfin, ici, on va avoir, disons, un complément de réponse, et puis je me rends compte que ce souci doit se répéter très souvent, parce que en réalité, ici, vous avez trop de tout, trop d'acides gras, et ça part dans tous les sens. Il n'y a que les oméga 3 qui sont pas si excessifs que ça, donc c'est-à-dire je vais pas montrer de nom parce qu'après je sais pas comment je peux flouter tout ça. Donc les oméga 3 qui sont les verts, les zones vertes tout à droite. Bon, ceux-là ne sont pas très élevés. Le pH est même légèrement déficitaire, donc je vous dis tout de suite que le pH acide eicosapentaénoïque, l'acide gras à longue chaîne, qui vient des huiles de poisson, hein, des huiles de poisson gras. Bon, on en trouve aussi dans les crustacés, dans les crevettes ou dans d'autres crustacés ou mollusques, mais enfin surtout les poissons gras. Et cet EPA, lui, est trop bas, c'est le seul de tous qui est trop bas. Donc là, manque de poissons gras, ça c'est tout à fait clair. Et quand c'est l'EPA qui manque, eh bien on perd quasiment l'acide gras le plus important pour lutter contre l'inflammation. Et cet acide gras doit être en rapport, doit être mis en ratio avec l'acide arachidonique, qui est le 6e et dernier oméga 6. J'ai déjà parlé de ça, mais je vais en reparler parce qu'il y a des éléments nouveaux que je veux vous livrer aujourd'hui. On va être très concentré sur notre sujet, vu que toutes ces bestioles sont très paisibles, calmes, plats. Parlons médecine. Pas d'animaux, vous savez que je ne parle jamais d'animaux, et donc cet acide arachidonique, dans le cas présent, je vous montre pas tout le temps le graphique, mais je vais finir par, j'aurais dû effacer ce nom, enfin bref, je pense pas que vous l'avez vu. Et donc l'acide arachidonique ici est à 230%, donc il sort évidemment de la colonne, hein, du rectangle qui définit la zone de référence basse et haute qui devrait rester en dessous de 136%, c'est exprimé en pourcents ici, bon c'est une façon d'exprimer, et par rapport à une médiane, hein, par rapport à la moyenne des gens, donc 136%, si vous êtes au-dessus, ben, vous sortez de la distribution gaussienne de plus de sigma, et puis vous pouvez évidemment dans le cas présent sortir du cadre, ce qui est le cas pour l'acide arachidonique qui est à 230%, et le cadre est limité à 200%. Voilà. En face de ça, vous avez l'EPA, ce fameux oméga 3 eicosapentaénoïque, qui est à 87%, donc lui il est 13% en dessous. Ce qui est intéressant de voir dans un premier temps, puis on parlera après de ces pourcentages globalement trop élevés, on réfléchira à ce que ça peut bien être, eh bien le ratio, donc qui est un ratio indicateur de l'inflammation, hein, acide arachidonique oméga 6 pro-inflammatoire divisé par l'EPA anti-inflammatoire, la note est salée, on est à 362. Donc ça, c'est un ratio, donc il n'est pas question de pourcent là-dedans, c'est un ratio. Donc il y a presque 4 fois trop d'acide arachidonique par rapport à l'EPA. Et ça, on va en reparler. C'est d'ailleurs le cœur du sujet que je veux développer aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un profil qui trahit un terrain inflammatoire. Comment est-ce qu'on va améliorer ça? Ce terrain inflammatoire est très important parce qu'il touche toutes les membranes de toutes les cellules. Toutes les membranes, ce sont celles des cellules, mais c'est aussi celles du noyau, celles des organelles, celles des mitochondries, c'est partout, c'est énorme. Et donc, pour corriger cette dérive inflammatoire,
mon collègue, très justement, a dit, oula, dans quoi est-ce qu'il y a beaucoup d'acide arachidonique? Dans les laitages, dans le beurre et dans les viandes rouges. Bon, il y en a aussi, il faut quand même bien reconnaître, dans une certaine mesure dans les œufs et les crustacés, mais bon, les principales sources sont celles que j'ai citées en premier. Et donc, le conseil consistait au départ à réduire les laitages et les viandes rouges. Bon, c'est assez classique de réagir comme ça. Mais la patiente lui a rétorqué qu'elle n'en mangeait pas énormément. Alors, c'est toujours un peu une question de référence, d'habitude, de relativité à ce que les autres font, à ce que on a appris enfant dans l'éducation familiale. Il n'y a jamais rien de fiable dans ce manger beaucoup ou pas beaucoup, parce que c'est toujours par rapport à des habitudes qu'on a et qui elles-mêmes pourraient être décalées dans un sens ou dans l'autre. Donc bon, pas toujours se fier à ça, mais on va aussi tenir compte de ce genre de remarques, de dire oh, ben non, mais moi je comprends pas parce que je n'abuse pas de ces choses-là. Et on va ouvrir de nouvelles pistes pour expliquer chez quelqu'un qui n'abuse pas de ces aliments riches en acide arachidonique, comment on peut obtenir une telle augmentation de l'acide arachidonique qui, comme ici, elle est en déséquilibre avec un manque de poisson gras, crée un terrain très inflammatoire qui pose problème, qu'on ne peut pas laisser comme ça, qu'il faut corriger ce ratio. Avant d'en venir à ce qui a pu, chez cette patiente, faire flamber l'acide arachidonique, réfléchissons quand même, étape par étape, à la première chose que j'ai soulignée, c'est qu'il y a trop de tout. Il y a trop de saturés, il y a trop de monoinsaturés, il y a trop de trans, il y a beaucoup trop d'oméga 6, à vrai dire, parce que tous les oméga 6 ici sont très hauts, c'est tous les jaunes. Okay. Et alors, donc les jaunes qui viennent après les rouges, et alors les oméga 3, soit il n'y en a pas tellement trop, ça se dit ça? Tellement trop? Peu ou prou? Bon, enfin, disons que les excès sont beaucoup plus marqués sur les saturés, les monoinsaturés, oméga 7, oméga 9, trans, oméga 6. Bon, chez les oméga 3, il y en a même un qui est déficitaire, un qui est pile poil sur 100% et deux qui sont plus hauts que la médiane, mais pas si haut que ça. Okay. Donc bon, il y a un déséquilibre oméga 6 sur oméga 3, qui d'ailleurs est calculé. Il y a un autre ratio ici qui est donné par le laboratoire, et donc le ratio 6 sur 3 est au-dessus de 2. Donc voilà, on est trop haut aussi. Et ça c'est courant, évidemment. On sait que dans l'alimentation moderne, il y a un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Si j'ai le temps, à la fin, je parlerai de ça aussi. Donc, première chose à suspecter, et je ne rentre pas dans les détails du cas, c'est pas une patiente à moi, je n'ai pas nécessairement tous les éléments pour en discuter, c'est pas un cas clinique que je vous déroule aujourd'hui, certainement pas un de mes cas cliniques que je maîtriserai de A à Z. Bon, ici c'est pas le cas. C'est un peu de la réflexion ouverte parce que je suis certain que ce soit des professionnels de la santé ou des patients, vous êtes confrontés à des cas tout à fait similaires. Et quand tout est trop haut, avec une exception ici qui est certainement liée à un déséquilibre dans l'alimentation, eh bien, il faut regarder du côté thyroïde, toujours. Vous êtes directement là sur une piste thyroïdienne. Et d'ailleurs, j'ai fait allusion à ça dans une vidéo récente de cas clinique. Mais bon, quand je fais un cas clinique en 2 heures, comme quand je fais des webinaires en 2h30, tout le monde ne va pas capter tous ces éléments-là. Ici, la vidéo vise cette étude du statut en acide gras. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont
prendre cette info qui est importante. Si tous vos acides gras s'envolent et que ça ne colle pas trop avec le questionnaire alimentaire que vous êtes bien obligé évidemment d'avoir au départ avant d'examiner un statut d'acide gras, mais il est évident que si vous ne savez pas ce que la personne mange, laissez tomber. Bon, faites des petites discussions, parler des effets pervers d'une tasse de thé qui va détruire toute capacité d'absorber le fer, vaste fantaisie, pour ne pas dire quelque chose de plus vulgaire, et abstenez-vous de faire des tests. Bon, ici on fait un test, il faut le corréler à l'alimentation. Et sauf si quelqu'un est vraiment en very, very high fat diet, bon, ce qui peut arriver, qui n'est pas le cas ici, eh bien, vous retombez sur un métabolisme en berne, donc une métabolisation insuffisante des acides gras. Là aussi, j'en ai parlé récemment et j'en avais profité pour souligner le fait que un autre problème qu'une tendance hypothyroïdienne pourrait venir d'un manque de carnitine, de L-carnitine, puisque c'est la L-carnitine qui est indispensable pour que ces acides gras, qui sont ici en excès, puissent être transportés à l'intérieur des petites centrales énergétiques que sont les mitochondries. Et c'est là que ces acides gras sont utilisés à des fins de production énergétique. Et donc, si on n'est pas de carnitine, les fours sont là, ils attendent leur pitance. Pitance, attends, je ne vais pas utiliser ce mot. Pitance. Un peu vintage, ça, pitance, non? Que vous en dites? Vous me direz en commentaire ou dans le live chat si vous trouvez que c'est vintage, pitance. Je crois que je sais pas, ça me sonne bien aujourd'hui. Ces mitochondries sont en manque de fuel. Pas F-U-E-L, l'anglicisme, fuel, F-I-O-U-L, version française. Et donc, parce que le fuel est disponible à l'extérieur de la double membrane des mitochondries, mais il ne sait pas entrer. Voilà. Pour entrer, il faut une navette de L-carnitine. Oh. Il y a Goliath qui ronfle. Ça, c'est toujours bon. Quand il ronfle, c'est qu'il a un bon sommeil récupérateur. Qui est le but de cette sieste. Nous avons été aujourd'hui, je dois vous dire ça, nous avons été aujourd'hui matin à Arlon, j'étais à une bourse philatélique avec Goliath, donc j'étais un peu fatigué. Et alors, figurez-vous que je voulais vous montrer dans la vidéo un petit goûter. Aujourd'hui, j'ai pris un goûter. À 5h30, 5h45, j'ai pris un goûter. Je voulais vous le montrer tellement il était beau. Et puis je me suis dit, oui, mais d'abord, je ne vais pas vous le manger en pleine vidéo parce que je n'ai que 2 mains et j'ai eu envie du goûter avant de shooter la vidéo, me donner un peu comme ça de l'inspiration, et c'était 2 magnifiques avocats parfaitement à point, très très bons, avec une huile d'olive de rêve, un petit peu de poivre de Sichuan qui n'est pas un pipère, donc qui ne contient pas de pipérine. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo sur les poivres. Je me demandais si je n'allais pas faire ça maintenant, mais bon, pour ça, il faut être dans la cuisine et le spectacle est ici. Je dois garder un œil sur mes bêtes. Et donc, je me suis rabattu sur ce sujet-ci. Et alors, j'ai évidemment mis du vinaigre de vin. Du vinaigre de vin français. Émile Noël. Pas de pub, pas de placement de produit. Je paye mon vinaigre de vin Émile Noël. Enfin bref, un délice. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la photo et je vous mettrai, vous aurez vu la photo qui sera dans la vignette de ma vidéo avec les avocats qui là au moment où je vous parle, ils sont plus... Ils sont dans mon estomac, ok? Bon. Voilà, ça c'était mon goûter. Ça c'est du goûter. Ça c'est pas du goûter dégoûtant. Ça c'est du goûter goûteux. Bref. Alors,
donc on a fait tout ça aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est le repos des guerriers ici, enfin le repos du Goliath qui est quand même voyagé avec moi jusqu'à Arlon. Arlon, sud du Luxembourg belge, bon, bah, c'est à une bonne heure d'ici, c'est pas le bout du monde, mais quand même, voilà, j'ai trimballé jusque-là, et bon, la petite bête est en pleine récupération, et il lui faut dormir, et quand on dort bien, on ronfle. Bon, j'avais dit que je parlais plus d'animaux, enfin, quelle sale manie, hein. Alors, donc, thyroïde insuffisance, alors il faudra... D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre dans le courriel. Bon, mais il va m'entendre, il va se reconnaître. Je ne veux pas dire lequel de mes collaborateurs c'est, mais lui va très vite savoir que c'est lui. Je lui ai dit que j'allais faire une vidéo. Donc, il faudra qu'il dose la L-carnitine. C'est quand même un dosage intéressant. On ne peut pas tout doser. Les gens n'ont pas des budgets illimités. Ici, je suis certain qu'il a prévu des tests pour la thyroïde, etc., qui s'en occupent. Voilà, il faudra compléter avec la L-carnitine, et comme ça on comprendra un peu pourquoi il y a tous ces acides gras, alors que ça ne correspond pas vraiment à ce que la patiente mange. Pas de café à 18h, de l'eau. Bon, alors, revenons au sujet principal, pas principal, mais un sujet clé pour aujourd'hui, puisque le temps passe, très vite, comme toujours, en bonne compagnie. Vous pourriez vous demander, bon alors cet acide arachidonique, qu'en est-il si la patiente ne se gaffe pas de ces produits animaux riches en graisses saturées et riches en acide arachidonique? Eh bien, il y a les huiles riches en oméga 6. Et cette patiente consomme, je pense, des quantités significatives d'huile d'arachide, qui est une huile très riche en oméga 6. C'est pas la seule. La majorité des huiles végétales contiennent beaucoup d'oméga 6. Je crois que les plus problématiques à ce niveau-là, c'est l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de colza, hein, pas vraiment le meilleur choix. Et alors, l'huile... Enfin, d'autres huiles, c'est plutôt aux États-Unis, je ne vais même pas les citer, des trucs absolument infâmes. On pourrait peut-être, l'huile de noisette contient beaucoup d'oméga 6, on pourrait peut-être plus facilement parler des huiles qui en contiennent moins ou peu. C'est jamais pas, il y a toujours de l'oméga 6 un peu partout, mais il n'y en a pas beaucoup, évidemment, dans l'huile de lin, qui est très très oméga 3, dans l'huile de chia, dans l'huile de caméline. Bon voilà, ça c'est des huiles dans le cas présent, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'oméga 3, on pourrait laisser celles-là. Mais les huiles oméga 6, il va falloir les virer. Parce que c'est probablement une source significative chez cette patiente de l'acide arachidonique, alors qu'il n'y a pas d'acide arachidonique dans ces huiles-là. Mais dans les familles aussi bien 3 que 6, vous avez donc ces fameuses enzymes qui transforment les acides gras du 1er au 6e. Vous avez 2 élongases, 2 désaturases, ce qui est probablement en jeu ici. Et donc ça aussi, c'est un test qu'on pourrait faire si budget il y a dans un bilan de contrôle dans 4 mois. Ça sent vraiment les désaturases hyperactives. Et donc pour ça, il faut faire... Je commence à avoir le bras qui trempe parce que c'est bien beau de tenir ça. Allez hop, j'appuie mon coude. Il faudrait faire le double génotype FATS1, FADS1, FATS2, FADS2, génotype très intéressant que je fais de plus en plus alors que je l'avais un peu négligé, parce que si vous avez donc sur deux gènes, ce qui veut dire 4 copies, puisqu'il y a 2 copies pour chaque gène, une venant de chaque parent, 4 copies. Si les 4 copies sont efficaces, vous avez un véritable moteur pour transformer le début de la famille oméga 6, qui est l'acide linoléique, qui est un acide gras essentiel, qui ne vient que de l'alimentation. Ici, il est à 109%, donc il est
pas si mal que ça, surtout que tout est haut, donc c'est un des moins hauts de tout le statut. Mais alors, derrière ça, vous avez ces enchaînements d'enzymes qui transforment les acides gras. En l'occurrence, on parle des oméga-6. Et alors, vous avez delta-6 désaturase et puis delta-5 désaturase. Et alors, bon, on n'a pas les 6, hein, on en mesure toujours 4, toujours les mêmes, parce que c'est les plus intéressants. Le numéro 2, qui est le GLA, l'acide gamma-linolénique. Puis le numéro 3 qui est le DGLA, qui est l'acide dihomo-gamma-linolénique, et puis bon, on en passe un ou deux, on se termine avec l'acide arachidonique. Eh bien, ça doit carburer, donc je pense que les désaturases chez cette patiente sont hyperactives. Donc on a 4 copies accélérantes, ça se dit? Accélératrices? Vous jugerez, vous mettrez des pouces rouges, ok, si je m'encore inventé un nouveau terme. On passe de 109 pour le premier à 148 pour le second, 286 pour le troisième. Donc cet acide arachidonique qui est à 230, ben, il est amené par des choses non animales, des choses végétales qui jouent avant, et probablement, notamment, par l'acide arachidonique, mais aussi par tous ces oméga-6 qui s'infiltrent vicieusement dans des aliments auxquels on ne pense pas toujours, et donc des jaunes d'œufs malsains industriels sont bourrés d'oméga-6, alors que des jaunes d'œufs de poules qui picorent l'herbe de la cour de la ferme, ben, c'est plutôt des oméga-3 dans l'herbe et dans les vers de terre. Tout ça, c'est riche en oméga-3, alors que ce qu'on donne à manger aux pauvres poules de ferme industrielle, ben, c'est de l'oméga-6, et l'impact sur les oméga des jaunes d'œufs peut varier 10 fois vers l'oméga-6 quand on choisit mal, et inversement vers l'oméga-3 quand on choisit de bons œufs. Alors, il n'y a pas que les poules nourries aux graines de lin, parce qu'évidemment, ça amène des oméga-3 dans les jaunes d'œufs, mais il y a aussi les poules qui mangent quelque chose que les poules devraient manger. Vous voyez, parce que si on donne des mauvaises choses aux poules et qu'on ajoute un peu de graines de lin, ben moi, je suis pas certain que le résultat est si bon que ça. Okay, j'ai des doutes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est manger des vrais œufs de vraies poules, et on n'aura pas ces contributions oméga-6 qui n'ont l'air de rien, mais qui s'ajoutent les unes aux autres, parce que notre alimentation où les animaux mangent mal font que nous mangeons mal, et c'est ça qui amène aussi les oméga-6. Donc, quand on a des excès d'oméga-6, quand on a des excès d'acide arachidonique, il faut ouvrir le débat. Il n'y a pas que les viandes rouges, il n'y a pas que les laitages, il n'y a pas que le beurre ou le ghee, il y a plein d'autres trucs qui jouent, et c'est un vrai problème de société industrielle. Hein. Donc, c'est un vaste débat. Alors, aujourd'hui, dans le cadre d'une capsule, on va pas tout couvrir, on soulève des sujets qu'on va peut-être approfondir plus tard dans d'autres cas cliniques plus fouillés ou dans un webinaire. Alors, il me reste que quelques secondes. Alors, il a bougé entre-temps. Regardez, on va le laisser dormir, hein. Pauvre Goliath, regardez. Il est super relax, ça me fait plaisir. Et alors, je finis avec vous sur la vue, hein. La vue de le slink, puisque on a des animaux complètement inertes. Alors voilà la golden hour que vous n'avez pas eue. Je suis désolé, mais bon, c'est pas moi qui dirige ici. C'est tous ces animaux qui... Regardez ça. Oh, le boudou, ça. Je vous finis sur le Palou, c'est un adorable chat, et je vous dis à vendredi prochain. Merci, à la prochaine, salut.